Bonsoir à tous, J-115. Avant le premier tour de l'élection présidentielle, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. 2 heures pour suivre le feuilleton de cette campagne avec les opinions, les réflexions, les réactions. Et cette question ce soir, la France est-elle suffisamment armée face au variant Omicron? En déplacement cet après-midi, Olivier Véran estime que ce nouveau variant est une, je cite, menace pour la planète. Demain, il y a un conseil de défense sanitaire qui va se tenir et le conseil scientifique prépare ses préconisations alors que 90% de la population adulte est vaccinée. Les restrictions à la frontière risquent d'être renforcées au départ et à l'arrivée du Royaume-Uni, où un record de contamination a été observé. Alors à partir de 20h45, il y aura une page spéciale consacrée à la situation sanitaire. On sera en plateau avec Christine Rouziou. Elle est prix Nobel de médecine et l'une des plus grandes virologues françaises. Elle va répondre à toutes nos questions. Elle est infectiologue. On va parler aussi avec un médecin généraliste, avec des biologistes. Tous nous apporteront leur expertise pour que nous puissions passer les fêtes de fin d'année les plus sereines possibles. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur l'interview d'Emmanuel Macron hier soir, l'événement sur TF1 LCI pendant 2 heures. Le chef de l'État a défendu son bilan, a fait un pas vers une prochaine candidature. L'opposition a riposté toute la journée. Et Sarah El Haïry, la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, elle répondra aux critiques dans quelques instants. Elle est notre invitée ce soir. D'ici là, je vous présente ma bande, celle qui m'accompagne toute la soirée. Arlette Chabot, l'éditorialiste politique LCI, bonsoir. Vincent Trémollet de Villers du Figaro, qui est directeur adjoint de la rédaction. Renaud Pila, l'éditorialiste LCI, bien sûr. Merci Sarah El Haïry de nous accompagner pour cette première demi-heure. C'est notre formule d'avant-fête, hein, un peu particulière. Il y a toujours ce rite de la question. L'interview du chef de l'État, est-ce qu'elle était réussie ou ratée? Et est-ce que les Français vont en parler à Noël? Allez, Sarah El Haïry. Moi, je suis convaincue que oui, évidemment. Mais parce que nous sommes Français. Et en fait, on aime la politique, on aime challenger, on a de l'amour, de la passion, parfois de la colère. Mais c'est certain, ce sera, j'ai le sentiment que ce sera, en tout cas à la table des repas de Noël, en tout cas, ça sera la mienne. En tout cas, je précise, parce que j'allais le dire après, mais je le rappelle tout de suite, vous avez écrit un livre très remarqué, Envie de France, où vous retracez votre itinéraire personnel et politique. Et c'est donc ce que vous venez de nous dire. Vincent Trémollet de Villers. Moi, je dirais qu'elle était plutôt ratée. Mais que les gens vont en parler à Noël. Ça va alimenter les conversations à Noël, puisque... Et déjà tout à l'heure, là, dans un instant. Voilà. Alors, je vais changer, il faut trouver autre chose. On pourrait imaginer qu'elle est réussie, mais je pense que c'est surtout l'épidémie qui va être au centre des conversations. Beaucoup plus que la politique. C'est valable pour tout le monde, d'ailleurs, pour tous les candidats. On parlera surtout de l'épidémie et du Covid. Réussie pour les électeurs macronistes, très décevante pour les Français. Allez, à tout de suite. On se retrouve. Sarah El Haïry, vous êtes prête, hein? À tout de suite. À tout moment, le temps peut être compté. Le monde peut s'arrêter. Maladies infectieuses, Covid-19, cancer, Alzheimer, Parkinson. Vous pouvez faire avancer la recherche. Faites un don à l'Institut Pasteur pour remettre nos vies en mouvement. Ensemble, défendons la recherche. Et avec le Yoga Slim 7 de Lenovo, vous pouvez streamer vos sports préférés grâce au processeur AMD Ryzen. Et écouter la musique que vous aimez en haute qualité. Et vous profitez pleinement de vos films et séries avec l'écran Full HD. Mademoiselle ? Je le prends. Donnez vie à toutes vos passions avec le Yoga Slim 7 de Lenovo, en exclusivité à la Fnac et sur Fnac.com. D'ailleurs, vous avez une alarme? Oui, on a fait installer Vérissure. Et la caméra, c'est pour? Bien sûr. Il la déclenche si quelqu'un essaie de nous cambrioler. Oui, et on peut regarder quand on n'est pas à la maison. Mais on devrait vraiment se faire installer une alarme, nous aussi, avant de partir. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. Pour Noël, offrez-vous une alarme avec nos packs à moins 50%. Le dernier aspirateur Dyson V15 Detect est le seul équipé d'un laser qui révèle les poussières invisibles. Les filaments en fibre de carbone capturent les particules microscopiques. L'aspiration s'adapte intelligemment au niveau de poussière grâce à un capteur qui analyse chaque particule et optimise l'autonomie de la batterie. Son moteur hyperdymium génère une puissance d'aspiration de 240 watts pour le nettoyage en profondeur le plus puissant. Achetez directement auprès de ceux qui l'ont fait. Pour les fêtes, offrez-vous les dernières technologies Dyson. Papa, maman, je vous présente Mathieu. Bonjour. Ah, vous jouez à la console? Ouais. On se fait un Mario Party? Ah ouais, avec plaisir. Allez. Bon, bah quel meilleur gagne.
Allez, c'est parti. Ok. Attention, attention. Allez. Ah, je t'ai eu. Allez pour nous. Yes, yes. Bon, allez, on enchaîne. On se met ensemble contre deux, chérie. Ouais, vas-y, va vers la croûte, va vers la croûte. Allez, on y est. Allez, monte. Prends le macaroni. On va gagner, on va gagner. Oui, yes. Bienvenue chez nous, Mathieu. Mario Party Superstar sur Nintendo Switch. Ah, j'arrive pas à savoir si les tenders de KFC c'est du poulet tendre dans du croustillant ou du croustillant sur du poulet tendre. Et je sais pas à qui demander. KFC. Du coup, je le mets où celui-là? Direct Assurance, bonjour. Oui, j'ai souscrit sur votre site hier soir. Résultat, mon appart est déjà assuré. Bravo. On m'avait dit que vous étiez super. Et ben vous savez quoi? Vous êtes les meilleurs. Le seul risque avec une assurance qui assure dès le lendemain, c'est que vous l'aimiez. Azzaro The Most Wanted, le nouveau parfum intense. Et Azzaro Wanted par Azzaro. Trajets en ascenseur à comparer des véhicules hybrides. 52 réunions du lundi à se concentrer sur des essais de véhicules. 71 pauses café à chercher la meilleure offre. Quand tout à coup... une étincelle. Passer à l'hybride avec le Peugeot 3008 au design incomparable, c'est faire plus de 900 € d'économie par an sur le coût d'utilisation. Connaissez-vous quelqu'un qui n'aime pas le comté? Mais non, il y en a pour tous les goûts. Du vieux, du jeune, du fruité, du doux, une pâte plus souple, une pâte plus ferme. Et il y en a encore plein d'autres. Le comté, nous faisons tout pour que vous l'aimiez. Comté, comté. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. The finest years I ever knew, and I would give anything I own, give up my life, my heart. Plus que jamais, c'est la saison des retrouvailles. Célébrons-la avec Orange. Orange. Help me decide whether to climb the hill or shoot for the moon. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. You know, I quench that thirst, kiss mouth open like Why not? Why? L'eau de parfum. Yves Saint Laurent. There's a moon out tonight. Let's go strolling. There's a girl in my heart whose heart I've stolen. There's a moon out tonight. Let's go strolling through the park.
Bonsoir à tous et on se retrouve, si vous nous rejoignez, le feuilleton de la campagne se vit ici chaque soir sur LCI. Avec moi ce soir Arlette Chabot, l'éditorialiste politique LCI, tout comme Renaud Pila. Merci beaucoup de nous accompagner. Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci à notre invitée Sarah El Haïry. Vous êtes secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, la Benjamine du gouvernement. Vous avez publié un livre, je le disais, Envie de France, où vous retracez votre itinéraire personnel et politique, les convictions laïques et républicaines, antiracistes, universalistes, dénonçant les 3 dangers qui nous menacent, l'islamisme, mais en même temps, l'extrême droite et l'extrême gauche. Voilà, on dira que vous êtes du modem, voilà, on aura tout compris quand on dit ça. Le premier sujet ce soir, la situation est grave. Un conseil de défense sanitaire est convoqué demain, il faut s'attendre à de nouvelles mesures. Écoutez le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il ne faut pas se leurrer. Il y a un moment où ce variant il va envahir la planète comme son prédécesseur, le variant Delta. Donc le deuxième risque, c'est d'avoir une vague dans la vague. Nous ne sommes pas sortis de la vague Delta, qui est très haut, une pression sanitaire qui se fait sentir sur tous les hôpitaux. C'est le cas ici aussi. Je le redis, dans les services de réanimation des patients qui ne sont pas vaccinés, ou alors des patients qui sont vaccinés mais qui sont très âgés ou très malades. Voilà, donc il va envahir. Est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les 2 vagues vont se croiser? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes, notamment là-dessus? Moi, très sincèrement, je leur dis, faites gaffe, vaccinez-vous, continuez à faire les rappels. J'ai été récemment dans un centre de vaccination la semaine dernière parce que, en fait, on est en train aussi de lever encore beaucoup de fake news. Beaucoup de jeunes se sont vaccinés. On a plus de 80 jeunes entre 12 et 17 ans. C'est avec l'accord des parents, c'est les plus jeunes. Plus de 93% entre 18, on dirait 30 ans. Donc les jeunes ont vraiment pris l'énergie, la vaccination. Mais j'ai encore rencontré moi-même des jeunes qui me disent est-ce que ça enlève la fertilité? J'ai pas très envie, j'ai plutôt peur. Est-ce que l'histoire de la 5G, ça reste encore, je l'ai entendu. La question de finalement la 3e dose, ça me donne des symptômes. Eh bien, ces fake news-là, il faut continuer à lutter contre et les combattre. Et c'est pour ça qu'avec la Croix-Rouge française, plus des associations de jeunesse, eh bien, on a fait une sorte de grande formation de modules pour que les jeunes parlent aux jeunes et cassent ces fake news. On a un seul cap. La vaccination protège, les gestes barrières limitent les risques un maximum. Et notre cap n'a jamais changé, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, donc prenez vos rendez-vous, vaccinez-vous pour qu'on puisse fêter cette fin d'année. Tranquille. Alors, on sera dans un instant à 20h45 avec une très grande virologue, Christelle Rouzou, la professeure, et qui va nous faire un peu le tableau de la situation. Est-ce qu'il faut s'alarmer? C'est vrai que quand on dit le Omicron arrive et il va envahir la planète, oups. Alors moi, personnellement, j'ai épuisé ma capacité d'angoisse sur ce sujet. On en a tous une, et moi, elle est épuisée. Donc, ce que vient de dire Mme El Haïry me paraît très juste, puisqu'elle fait appel à la raison. Elle fait appel à la raison, elle fait appel à la science, elle fait appel à un support qui s'appelle le vaccin. Ensuite, ce variant, on ne l'avait pas vu venir, mais beaucoup de scientifiques nous avaient dit qu'il va y avoir un variant. La question, c'est l'agressivité de ce variant, sa contagiosité. Maintenant, on a compris qu'elle était très, très importante. Et il va falloir qu'on voit si on discute en nombre de cas ou en nombre de formes graves. On a pour l'instant 2 laboratoires à ciel ouvert qui sont l'Afrique du Sud, où on a 5 semaines de recul, et le Danemark, où on a 3 semaines de recul, et on voit que la courbe des cas et des hospitalisations n'a pas le même rapport que pour le Delta. En général, les hospitalisations, c'est à plus de semaines. Donc là, on peut voir à plus de semaines. Et ça n'est pas du tout le même rapport. Donc, si jamais cette information, qui n'en est pas encore une, mais cette hypothèse se confirmait, eh ben, on aurait un coronavirus extraordinairement contagieux, mais moins agressif. Donc ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. Je crois que face à cet événement, la rhétorique de la peur, comme tsunami, a quelque chose, à mon avis, de démobilisant pour ceux-là même, dont parlait Mme El Haïry, qui sont sceptiques vis-à-vis du vaccin, puisqu'ils se disent, de toute façon, comme les gens ont 3 doses, on leur dit encore, faites attention, on va peut-être vous enfermer. Donc moi, il me semble... Ah non, jamais, on ne dit plus du tout ça. Hein. Non, on ne dit plus du tout d'enfermement. Non, mais plus, pas nous, ni personne. Il y a un certain nombre de scientifiques qui disent, et de membres du Conseil scientifique, qui disent que la question du confinement n'est pas fermée à jamais. Donc, si vous voulez, je l'ai entendu. Donc, je pense que la rhétorique de la peur est inefficace et contre-productive après 2 ans où l'on a entendu beaucoup de scénarios noirs. Pas la peur, mais je crois qu'il faut lever les doutes, effectivement, et les inquiétudes. Quand des gens qui sont vaccinés 2 doses, voire 3 doses, vont faire un test et sont positifs, forcément, ils sont inquiets. C'est normal, ils s'interrogent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont peur, ça veut dire qu'ils s'interrogent. Il y a effectivement des doutes sur la protection, le niveau de protection dont ils peuvent bénéficier. Donc moi, je crois qu'en cette période, il n'y a qu'une
une arme, c'est l'information. La Et c'est pour pédagogie. ça, la pédagogie. Donc moi, je pense que... Alors les médecins, vous allez dire, ils ne sont pas toujours d'accord sur effectivement la dangerosité du variant. Mais en tout cas, de la part du gouvernement, il faut qu'il y ait une transparence absolue et de la pédagogie. Moi, je répète toujours la même chose. Ben, c'est essentiel parce qu'on en parlera. Il y a des gens qui s'achètent des faux passes sanitaires, qui entendent un maximum de débilité sur le vaccin et ses conséquences. Donc, il faut informer tranquillement. Il y a 1 an, on avait juste des permissions de sortie pour Noël. Je le rappelle, couvre-feu. Bon, ça va mieux, mais il y a doute parce qu'effectivement, il y a incompréhension. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Entièrement d'accord avec Arlette. Et moi, je trouve que le gouvernement ne communique pas assez. Ne communique pas assez. Enfin, je veux dire, là, on a une situation, effectivement, pour l'instant, il y a 2 pays où, heureusement, grâce au vaccin, la courbe hospitalière ne suit pas la courbe des contaminations, mais on a quand même... Donc on peut supposer que c'est ce qui va nous arriver. On peut supposer que c'est ce qui va nous arriver. Mais, on va en parler tout à l'heure avec, avec la virologue et puis des soignants, la situation de l'hôpital n'est absolument pas celle d'il y a 1 an et demi. On était monté à 7000, un peu plus de 7000 de réanimation. Les hôpitaux nous disent que ce n'est plus possible. Adaptez-vous, c'est plus possible. Compte tenu des soignants qui sont partis, de la fatigue, il y a énormément de lits qui ont fermé. Il faut rappeler, pas fermé d'un point de vue budgétaire, d'infermer parce qu'on n'a plus de bras. On manque de bras. Moi, j'ai demandé de temps en temps pourquoi certains vaccinodromes n'avaient pas ouvert il y a 15 jours. Ils ne trouvaient pas les bras. Donc, on ne peut plus monter à 7000, mais il faut que les Français le comprennent. Et la vaccination, ce n'est pas uniquement pour protéger ses proches. C'est pour faire collectif et pour pas que les soignants soient épuisés mi-janvier. Et ça, Renaud, je pense que les Français le comprennent absolument. Mais il y a une chose qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a 2 ans, on leur a dit on ne peut pas former une infirmière en 6 mois. Puis il y a 1 an, on leur a dit on ne peut pas former une infirmière en 6 mois. Maintenant, ça fait 2 ans. Oui. Ça fait 2 ans qu'on a déversé des dizaines... Il n'y a pas de volontaire. Non, vous ne me comprenez pas, Vincent. Je pose la question, Madame El Haïry, vous me répondez. On a déversé des dizaines de milliards sur des choses très intéressantes, très importantes, comme le moteur à hydrogène. Pourquoi on n'a pas fait un quoi qu'il en coûte pour l'hôpital ? Puisque l'on sait qu'on a une population vieillissante et que l'on est maintenant la proie d'épidémies telles qu'elles n'existaient pas il y a 5 ans. Pour beaucoup de gens, dont moi, c'est absolument incompréhensible. Le quoi qu'il en coûte pour l'hôpital, il est fait, il a été fait. Sauf que la réalité, c'est que 2 ans de crise sanitaire aussi forte, ça épuise, ça fait perdre du sens. Et pourquoi moi je suis assez en colère contre les anti-vax ? Très sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, ce sont des pro-vaccins. Aujourd'hui, avec le recul que nous avons, on sait que le vaccin protège. Ça permet finalement de ne pas se retrouver à l'hôpital, même quand on est positif, avec l'angoisse de voir un test positif. Mais on ne se retrouve pas à l'hôpital dans des situations graves. Et quand on active des plans blancs, c'est ça qu'il faut rappeler. Quand on active des plans blancs, ce sont des opérations autres dont nous avons besoin qui sont déprogrammées. Et donc, face à une situation de tension hyper forte aujourd'hui sur l'hôpital, il y a de la fatigue. Et comme dans tous les métiers où il y a énormément de fatigue, eh bien, c'est pas l'attractivité folle, alors même qu'on a mobilisé les étudiants. Vous savez, il y a même des jeunes en SNU, donc des jeunes de 17 ans qui aujourd'hui viennent donner coup de main dans les centres de vaccination. National universel. Exactement. Mais juste un mot pour vous dire que dans l'interview du président Macron hier, il l'a reconnu. C'est une des choses sur lesquelles il a dit je n'avais pas assez conscience de la fragilité de l'hôpital. J'ai lancé le plan santé 2022 et puis j'ai lancé le Ségur de la santé, mais finalement, ça ne suffisait pas. Il le reconnaît. Exactement. Ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, ça me permet quand même de faire la transition, évidemment, vous l'avez compris, avec l'interview du président hier soir sur LCI et TF1. On s'incline devant ce professionnel. Non, vous m'avez offert la transition, évidemment. Et je voudrais qu'on écoute tout de suite 2 réactions auxquelles je voudrais que vous réagissiez, Sarah El Haïry et nous tous. C'est Marine Le Pen et Éric Zemmour. Moi, j'ai trouvé en revanche cette phrase j'ai appris à mieux aimer les Français terrible. En fait, terrible parce qu'on n'apprend pas à aimer les Français. On les aime. Et quand on est président de la République, être obligé d'apprendre à aimer les Français, ça veut tout dire en fait. Ça veut dire que tout le mépris dont il a fait l'objet à l'égard, dont il a fait preuve à l'égard des Français, toute cette ironie qu'il a en permanence livrée aux Français, mais en fait c'était le fond de sa pensée. C'est fort. C'est un petit tacle politique réel. Moi, ce que j'ai vu, c'est évidemment un président qui avait l'humilité de dire, un peu comme, vous savez, quand vous êtes en couple et au bout de 2 ans ou 3 ans, eh bien, vous redéclarez votre flamme.
C'est pareil, moi c'est ce que j'ai vu. J'ai vu un président de la République qui a redéclaré sa flamme. Ça marche pas aux toujours dans les Français. couples, hein. Alors, Ça marche pas toujours. il faut être 2, c'est vrai, à minima 2. Ouais. Mais ce que j'ai vu aussi, très sincèrement, c'est que aujourd'hui les seuls pics qu'on a, ils sont pas sur le fond. Ils sont pas sur le projet pour le pays. Ils sont pas sur le renforcement de notre résilience. Ils sont pas sur l'économie. Ils sont pas sur comment finalement, crise après crise, le pays a tenu, mais sur une phrase qui dit oui, l'émotion du président de la République, oui, c'est un affectif, Est-ce que oui, vous il avez aime les raison, est-ce que Français. c'est pas la forme qui primait aussi? C'est-à-dire que le président de la République a accepté d'entrer dans un exercice qui s'apparentait à une auto-analyse. Donc il y avait beaucoup de lui, de son intimité, de son rapport aux gens. Et donc c'est pour ça que le fond a été évacué. Mais c'est pas les gens qui ont évacué le fond, c'est qu'il y avait moins de fond que de forme, non? Non, les oppositions ont évacué le fond. Non, mais dans fond, l'émission. Le fond y était. Moi, très sincèrement, la Ve République, c'est un président de la République avec ses forces, son émotion, son identité, sa personnalité. Et donc, de fait, quand il a l'humilité de dire, et je sais que ce mot a beaucoup été utilisé, mais quand il dit « j'ai appris, j'ai évolué », évidemment. Et c'est ça. Et d'ailleurs, ça dit une chose sur notre manière de voir parfois les échecs dans notre pays. On condamne beaucoup. On dit, bah oui, quand quelqu'un s'est trompé ou quand il a échoué dans une première création d'entreprise, on a un mauvais rapport à l'échec. Eh bien là, on a un président entreprenant qui assume d'avoir parfois mal fait et finalement de dire, eh bien je remonte sur le cheval. C'est comme les et écoles j'en de la tire des deuxième chance. conséquences. Ils nous demandent une deuxième chance, ça veut dire un nouveau mandat. Vous savez que ça marche très très bien, les écoles de la Oui, deuxième ça marche, chance. ça marche bien, mais 90% de retour ça à veut dire qu'on l'emploi. n'a pas réussi. Donc ça veut dire que son bilan n'est pas aussi positif que ce qu'il a dit hier soir. Je reviens juste un mot. Quand on dit j'aime la France, aujourd'hui je l'aime follement, mais j'ai appris à aimer les Français. Franchement, on se dit, mais ils nous aimaient pas, quoi. Ou en tout cas, bah non, pas assez. Ce qui l'intéressait, c'est la France, c'est pas nous. Sincèrement, il était peut-être trop pudique pour le dire comme ça. Et il l'a exprimé sous cette forme-là. C'est un affectif qui se cache, c'est ça alors? D'une certaine manière, oui. C'est peut-être ce petit côté-là qui s'est un peu dévoilé aux yeux de tous. Chacun jugera, hein, selon effectivement ce qu'il pense du président de la République. Mais je trouve que l'attaque de Marine Le Pen ce matin est l'attaque la plus dure et la plus forte qu'on ait eue ces derniers mois. Beaucoup plus forte qu'Éric Zemmour. Dans la bataille entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, moi j'ai trouvé que ce matin, encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, eh bien, elle a pu, pour ceux qui sont ses opposants, viser juste. Parce qu'effectivement, c'était maladroit. Je suis désolé, c'était maladroit de dire cette phrase. Quand on aime les gens, on n'apprend pas à aimer les Français. Quand on est candidat, on les aime viscéralement. Juste peut-être un exemple. Il y a l'amour et les déclarations d'amour. Quand on se lève tous les jours pour le pays, qu'on va chercher cette responsabilité ultime de tenir le pays dans les pires crises qu'on a connues, sanitaires, économiques, quand on va chercher cette transformation ambitieuse, quand on fait des choses qui sont dures, je pense à la réforme de l'allocation chômage, la transformation de l'école, la transformation de l'industrie, quand on va chercher au plus profond de ses tripes, ce courage, franchement, on le fait que quand on aime. Oui, mais Alors, moi, voilà. je suis d'accord avec vous, mais quand on est dans l'action, et qu'on veut encore être dans l'action, puisqu'on veut une deuxième chance, comme l'a dit Arlette Chabot, on ne sait pas le temps de la méditation sur les effets du pouvoir sur soi-même. Moi, c'est ça qui m'a gêné. Oui, mais Vincent, c'est pas le premier. Hein. On l'a tous fait. On l'a dit. Mais le procès en insincérité, il est fait pourquoi? C'est que les gens se disent, il nous dit ça parce qu'il veut qu'on le réalise. Le jour où il sort de la politique, il fait ses mémoires et qu'il nous dit j'ai été forgé par la crise des Gilets jaunes, ça sera passionnant. Parce que le rapport d'un homme au pouvoir et aux crises, c'est tout à fait intéressant. Mais vous savez que Nicolas Sarkozy, le 29 janvier 2012, il dit j'ai changé, je vous aime, j'ai fait des erreurs. Le président Mitterrand, en mars. François Hollande a dit qu'il était plus normal et que c'était un président. Donc on connaît un peu, ces exercices. Alors, l'autre critique, Éric Zemmour, vous l'avez cité, on l'écoute. Emmanuel Macron a passé son temps à dire qu'il ne faisait pas de politique. On aimerait justement que le président de la République fasse de la politique, qu'il ait une politique. Moi, j'ai compris ce soir deux choses. Le président de la République est vraiment l'homme du grand remplacement et l'homme du grand déclassement. L'homme du grand remplacement, car à la fin de son mandat, il y aura 2 millions d'étrangers en plus en France. Et l'homme du grand déclassement, parce que les Français sortent appauvris, les entreprises françaises sont moins compétitives. Nous avons un déficit de la balance commerciale qui a atteint des sommets et notre école s'effondre dans les classements internationaux. Voilà, là c'est un... Non, mais là, Éric Zemmour, franchement, c'est l'homme du grand effondrement. Hein. De l'effondrement de la pensée, du mensonge. Il a le triptyque de l'extrême droite, le mensonge, la haine, le racisme. C'est tout confondu. Ce que je vois là dans les propos d'Éric Zemmour, c'est deux choses. La première, très sincèrement, c'est qu'il parle plus des étrangers que des Français.
Et c'est son obsession à lui. Le président de la République, il a dit quoi? Il a dit, sans aucun tabou, sans avoir aucun malaise, que notre pays est fort, que notre pays est grand. Grand par son industrie, grand par sa croissance, grand par la force de l'école, qui permet quoi? Ça La marche transmission pas. de la valeur travail. Oui, d'accord, mais enfin, ça marche pas si bien que ça. Il ne faut pas exagérer, notamment l'école, l'intégration par l'école. On sait très bien que ça coince. Évidemment, mais la question c'est, quand on pose un constat et qu'on l'assume, eh bien on le transforme. Quand, alors même qu'on a effectivement une situation sanitaire qui est particulière, plus de 3 millions de jeunes ont trouvé un emploi, une formation, une solution pour se réintégrer. Quand je vois que l'apprentissage passe de 250 000 apprentis à plus de 700 000, c'est pas encore parfait. On a encore 1 million de jeunes sans emploi, sans formation. Rien n'est parfait. Et c'est pour ça que nos transformations, elles sont en cours. Mais on n'est pas dans le déclin et la France en noir et blanc d'Éric Zemmour. Moi, ce que je vois, c'est quand même une France qui produit, qui attire des investissements étrangers, une économie qui est franchement beaucoup plus revigorée que ce que j'entends dans les propos d'Éric Zemmour. Je pense que M. Zemmour est profondément déprimé et lui, effectivement, son émotion, elle est effondrée. Bon, voilà, alors là, ça, Et non, une défense, moi, je trouve assez efficace sur Éric Zemmour. Je l'ai trouvé à moitié totalement à côté de la plaque, Éric Zemmour. Et encore une fois, je compare avec l'attaque de Marine Le Pen ce matin. Franchement, Marine Le Pen est beaucoup plus en forme en ce moment qu'Éric Zemmour. Hier soir, oui, bon, le grand remplacement, c'est son truc. Mais alors, attaquer Emmanuel Macron sur la compétitivité des entreprises, sur le... C'est parce qu'il veut changer de positionnement un peu. Il veut essayer d'être un peu plus complet dans sa palette. C'est faux. Et sur l'électorat de droite filloniste, qui, eux, vont bien grâce à Emmanuel Macron, ils savent très bien que l'économie se redresse, l'électorat de droite. Donc là, ils visent mal, totalement raté la partie économique. Un mot quand même sur l'immigration, pardon. Oui, parce que sur l'immigration, oui. C'était intéressant à deux aspects. D'abord, moi, il y a un aspect qui m'a frappé, c'est que le syntagme grand remplacement est rentré dans le débat public à tel point que le président de la République a été interrogé là-dessus. Et là-dessus, c'est pour Éric Zemmour, c'est une victoire sémantique et idéologique inouïe. Si on nous avait dit ça il y a 6 mois, c'était... Il a dit bien sûr, le président, que ça n'existait pas et que c'était pas là, etc. Mais le fait que cette formule même. La deuxième chose, c'est que j'ai trouvé Emmanuel Macron très en retrait par rapport à la ligne qu'il avait prise sur l'immigration, comme s'il voulait changer de pied. C'est-à-dire que depuis 1 an et demi, il a tenu un certain nombre de propos qui tendaient à le rapprocher de ce qu'avait pu être la doctrine de François Fillon sur l'immigration. Et là, il est revenu vers ce qu'était la doctrine social-démocrate presque hollandienne dans son expression. Et avec ce qu'il a dit sur les fonctionnaires et une part de sa réforme des retraites, on peut se demander si le fait qu'il y ait un espace qui s'est ouvert à gauche n'a pas fait qu'Emmanuel Macron se dit il faut peut-être le couvrir un peu, alors qu'à droite, maintenant, Valérie Pécresse a emprunté l'espace que j'aurais voulu occuper. Il a fait de la gauche hier. Non, j'ai vu un président de la République. Il a fait du centre, il a fait du François Bayrou alors. Il a fait du François Bayrou. Macroniste. Il a fait du François Bayrou. Il se trouve qu'on est au cœur de. Le fait qu'il rappelle justement la France est un pays d'immigration. Là, vous vous êtes dit bravo, il a changé ou il a évolué, ce que disait fort justement Vincent depuis quelques semaines. Il revient à la position d'avant. Il dit simplement une vérité très très simple. Quand on voit aujourd'hui partout dans nos territoires des entreprises qui n'arrivent pas à recruter, qu'il y a des mots de l'extrême droite que personne ose mettre dans sa bouche en ayant cette crainte de dire « Oh là là, on tend vers l'extrême droite, il faut leur laisser », moi je ne crois pas. Je crois qu'il ne faut avoir aucun tabou. Et donc le président de la République, il dit quoi? Il dit « Il faut une immigration dans notre pays, mais il faut qu'elle soit une immigration du travail, une immigration qui est choisie, qui répond à notre croissance, parce qu'on tient à notre modèle social. Et si on veut notre modèle social, qu'il puisse continuer, qu'on puisse continuer à investir autant, alors oui, il faut créer de la croissance pour la partager. Et pour ça, il y a une seule manière de faire, l'entreprise. Et là, il faut être assez à l'aise. Mais là où je suis on va dire en accord partiel sur la question du grand remplacement, et c'est la grande victoire d'Éric Zemmour. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est la grande victoire, en réalité, de décennies de discours d'extrême droite qui, finalement, aujourd'hui, payent. Marine Le Pen le tenait déjà. Alors, amoindri par rapport au père Le Pen. Et finalement, ce discours qui affole s'est retrouvé simplement aujourd'hui, et tout le monde a eu le tabou. Cette vision caricaturale, est-ce que c'est pas aussi la grande victoire ou la grande défaite de gens qui ont porté un déni sur le problème de la crise migratoire en disant qu'elle n'existait pas, qu'il y avait un vivre ensemble parfait, et qui fait qu'il y a eu un moment où c'est sorti de la façon la plus excessive qui soit, non? Le mot de la fin. Là, on est pour le coup, moi je crois que effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de pudeur de gazelle
de tabous, et nous, on ne les a pas, alors on les assume. C'est pour ça que le président parle très aisément de frontières européennes, de Schengen, de lutte contre l'islamisme. Non, l'islamisme radical. Il y a les incivilités, il y a plein de choses. Et hier soir, il n'en a pas parlé. Et sur les régaliens, il est relativement en échec. C'est pour ça, d'ailleurs, stratégiquement, qu'ils veulent moins en parler. Oui. Moi, je trouve qu'on a un bilan qui est... Stratégie Darmanin, on en parle peu. Mais stratégie El Haïry, 10 000 policiers, 1900 policiers qui font du renseignement, cohésion. Aujourd'hui, on a lancé la police opérationnelle, une réserve opérationnelle. Moi, je crois que notre bilan aujourd'hui, sécuritaire et régalien, franchement, il commence à l'école avec le respecter autrui et il se termine dans nos commissariats. Merci beaucoup, merci, porte-parole futur de la campagne du président sortant, sans doute très candidat. S'il est candidat. Oh ouais, quel suspense! Quel suspense! Bon, allez, dans un instant, on se retrouve avec Paul Larouturou, bien sûr, et aussi avec notre invitée Christine Rouziou. Elle est professeure en virologie et elle fait partie de l'équipe qui a reçu le prix Nobel sur la recherche contre le sida. Et donc, elle va nous donner beaucoup d'informations. On fera une édition en quelque sorte un peu spéciale sur les fêtes qui viennent et comment on va gérer l'épidémie. À tout de suite.